Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier le comité d'organisation de la Société de gynéco de m'avoir associé à ce programme. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous. On m'a proposé de parler du traitement des complications des grossesses monochoriales dans le cadre des thérapies fétales. Alors, les grossesses monochoriales, elles ne sont pas fréquentes, elles se voient dans à peu près 2 pour 1000 grossesses, mais elles posent quelques problèmes de prise en charge. Elles ont une particularité, c'est ce placenta monochorial. En fait, ce placenta présente 2 particularités. D'abord, les anastomoses. Dans pratiquement 100% des cas, dans tous les cas, il existe des anastomoses entre les 2 fœtus. Il y a 3 types d'anastomoses, 2 superficielles, artério-artérielles et véno-veineuses qui sont bidirectionnelles, et les anastomoses profondes, artério-veineuses qui sont unidirectionnelles. Le fluide va toujours d'un fœtus vers l'autre. La deuxième particularité des grossesses monochoriales, c'est la notion de territoire placentaire. Donc, il existe un seul placenta que se partagent les 2 fœtus et le partage n'est pas toujours égal. Il est conditionné généralement par l'insertion cordonale et comme dans ce cas, lorsque l'insertion d'un des cordons est vélamenteuse, on comprend bien que le partage sera inégal et que le territoire d'un fœtus sera plus petit que le territoire destiné au deuxième fœtus. Donc, ces 2 notions d'anastomose vasculaire et de partage inégal des territoires placentaires font que les 2 fœtus monochoriaux, initialement issus d'un même embryon et donc théoriquement identiques, fait que ces 2 fœtus ne soient pas complètement identiques. Et ceci est à l'origine de complications spécifiques des grossesses monochoriales, à savoir le syndrome transfuseur-transfusé, le TAPS ou le TRAP, qui sont dus aux anastomoses vasculaires. Le retard de croissance sélectif est dû plutôt au partage inégal des territoires placentaires, mais les anastomoses entrent aussi dans la physiopathologie de cette complication. Et donc, comme je viens de dire, nous allons raisonner pour ces complications en termes de discordance entre les deux fœtus. En cas de discordance de biométrie, nous sommes devant un retard de croissance sélectif. En cas de discordance de la quantité de liquide amniotique, nous sommes devant un syndrome transfuseur-transfusé. Devant une discordance de la quantité d'hémoglobine et donc dans le Doppler des artères cérébrales moyennes, nous sommes devant le TAPS ou le Twin Anemia Polycythemia Sequence. Et enfin, en cas de malformation d'un jumeau, nous sommes devant un TRAP ou Twin Reversed Arterial Perfusion. Donc, je vais commencer par la première complication, le retard de croissance sélectif. Et au fait, ces différentes complications expliquent le suivi des grossesses monochoriales qui est bimensuel, c'est-à-dire toutes les 2 semaines, afin de détecter ces différentes complications à un stade précoce où il est encore possible d'agir et d'améliorer le pronostic de ces 2 fœtus. Donc, pour la première complication, c'est le retard de croissance sélectif. C'est la complication la plus fréquente, mais pas très bien connue, au fait, généralement négligée aux dépens du syndrome transfuseur-transfusé. Elle se voit dans 10 à 25% des grossesses monochoriales, défini par un retard de croissance inférieur au 10e percentile et sélectif parce qu'il existe une discordance entre les 2 fœtus. Alors, ces discordances, elles varient de 20 à 25% selon les auteurs. Généralement, la discordance de plus de 25% dans l'estimation du poids fœtal est celle qui est la plus retenue. Il existe 3 types de retard de croissance sélectif selon le Doppler au niveau de l'artère ombilicale du fœtus en retard de croissance, bien sûr. Donc, le type 1 présente une diastole constamment positive. Le type 2, une diastole constamment nulle ou constamment négative. Le type 3 présente une diastole un peu sinusoïdale. Donc, nous avons une diastole qui est d'abord positive, qui va diminuer progressivement jusqu'à s'annuler, puis elle va se négativer. Ensuite, elle va augmenter jusqu'à s'annuler de nouveau, puis se positiver. Donc, devant un retard de croissance sélectif, on va le classer en type 1, 2 ou 3. Cette classification, elle est pronostique et va conditionner la prise en charge. Donc, devant un retard de croissance de type 1, c'est l'expectative et la surveillance devient hebdomadaire. Tout à l'heure, j'ai dit que la surveillance des grossesses monochoriales non compliquées était bimensuelle toutes les 2 semaines. Et là, la surveillance sera hebdomadaire. Pourquoi ? Parce que dans un quart des cas, ce type 1 peut évoluer vers un type 2 ou 3. Et donc, en cas de retard de croissance de type 2 ou 3, nous allons évaluer les éléments de sévérité.
qui sont soit un âge gestationnel avant 24 semaines d'aménorrhée assez avancé, une discordance importante supérieure à 35% entre les poids des deux jumeaux, association d'anomalies Doppler, d'anomalies du ductus, d'oligohydramnios. Ces éléments de sévérité, en fait, c'est des éléments de sévérité de quoi? De risque de mort fœtale du jumeau en retard de croissance. Donc, en absence d'éléments de sévérité, la conduite sera l'expectative et la surveillance, encore une fois, hebdomadaire. En présence de ces éléments de sévérité, le risque de mort fœtale du jumeau en retard de croissance devient important. Et la mort fœtale d'un fœtus monochorial est une complication très redoutable, de par ses conséquences sur le cojumeau, qui risque la mort fœtale dans 10 à 26% des cas et des lésions neurologiques dans 26 à 50% des cas. Donc, à peu près dans 3 fois sur 4, le cojumeau sera lésé en cas de mort fœtale spontanée d'un jumeau monochorial. Pendant longtemps, on a pensé que ces complications étaient dues à des thromboplastines, des troubles de l'hémostase. Or, sur des pièces de fœtopathe, le mécanisme, la principale lésion constante chez tous les fœtus était l'anémie fœtale. Et donc, le mécanisme en fait, de ces lésions, c'est l'exsanguination du fœtus survivant à travers les anastomoses dans son cojumeau décédé et à l'origine d'un bas débit d'une anémie aiguë qui explique ces différentes complications. Et donc, comme je disais, en cas de retard de croissance sélectif type 2 ou 3, nous allons évaluer le risque de mort fœtale du jumeau et en présence de ces facteurs de risque, nous allons agir de façon active. Et cette conduite à tenir sera de proposer un féticide sélectif. Donc, on va guider, entre guillemets, le décès de ce fœtus pour éviter l'exsanguination de l'autre jumeau et les complications neurologiques ou la mort fœtale. Donc, plusieurs techniques sont possibles pour ce féticide sélectif. Aziza Othman, nous utilisons la coagulation à la pince bipolaire sous contrôle échographique. Et ce féticide sélectif permet dans plus de 92% des cas des naissances vivantes à partir de supérieures à 32 semaines d'aménorrhée et dans plus de 93% des cas la survie néonatale, bien sûr, du fœtus qui n'était pas en retard de croissance. Donc, comme je vous disais, plusieurs techniques sont possibles. Le choix entre une technique ou l'autre repose principalement et bien sûr sur l'habitude de l'opérateur. La technique qu'il a l'habitude de faire ou qu'il maîtrise le plus, comme je vous ai dit, nous on utilise la coagulation du cordon à la pince bipolaire. Sinon, l'âge gestationnel, il est important à prendre en considération. Avant ces semaines d'aménorrhée, nous ne pouvons pas procéder à la coagulation à la bipolaire. La présence ou non d'oligoamnios dans la poche du fœtus à réduire, la longueur et principalement le diamètre du cordon, puisque plus le diamètre augmente, l'appréhension par la pince devient difficile, voire impossible, et bien sûr l'accessibilité de la cavité amniotique du jumeau atteint. Je passe à la deuxième complication qui est le syndrome transfuseur-transfusé. Et j'ai l'habitude de dire que c'est à peu près un fourre-tout, parce qu'on a tendance à dire que toutes les complications des monochoriales, c'est un STT. C'est une complication qui se voit dans 10 à 15% des cas, donc elle est moins fréquente que le retard de croissance sélectif et qui est définie obligatoirement par l'association de anhydramnios chez un fœtus et l'oligoamnios chez le donneur. Donc l'oligoamnios est toujours défini par une grande citerne inférieure à 2 cm. L'hydramnios, lui, est défini par une grande citerne chez le receveur supérieure à 8 cm avant 20 semaines d'aménorrhée et supérieure à 10 cm après 20 semaines d'aménorrhée. Et vous remarquez que le retard de croissance ne fait pas partie des éléments pour définir un syndrome transfuseur-transfusé. Il peut s'y associer, il s'y associe d'ailleurs très fréquemment, mais ne fait pas partie des éléments de la définition. C'est une complication qui est très précoce, qui survient précocement au cours de la grossesse, les toutes premières semaines de grossesse. Et donc nous assistons à un passage de sang massif, brutal, à travers les anastomoses, généralement artério-veineuses, comme on le voit ici. Donc, le fœtus qui a donné qu'on appelle donneur, il sera en hypovolémie à cause de ce transfert qui s'est passé. Il va activer son système rénine-angiotensine-aldostérone et il va se mettre en rétention hydrosodée
donc en oligoanurie avec son corollaire échographique, l'oligoamnios. Le receveur, lui, il a reçu du sang, il est en hypervolémie, il va stimuler la sécrétion de FAN et donc qui va déclencher une polyurie. La polyurie, échographiquement, se manifeste par anhydramnios. Donc, comme j'ai dit que c'est une complication qui survient précocement au cours de la grossesse, donc généralement à l'échographie du premier trimestre, on n'a pas encore l'hydramnios, l'oligoamnios, mais on a des signes prédictifs à l'échographie du premier trimestre d'installation d'un STT, notamment la discordance dans la mesure de la clarté nucale supérieure à 20% des cas, qui est prédictive de développement d'un STT sévère dans 30% des cas. Donc encore une fois, ces jumeaux dérivent d'un même embryon. Généralement, quand on trouve une nuque épaisse chez un jumeau et pas dans l'autre, on pense plus à un STT débutant qu'à une anomalie chromosomique chez un seul de ces deux fœtus. Donc, le deuxième signe à côté de la discordance de la clarté nucale, c'est le repli membranaire, comme on voit là sur ce cliché d'échographie. Et ce signe, quand on le voit au premier trimestre, il est prédictif de développement d'un STT dans plus de 50% des cas. Il est classique de classer le STT en 5 stades. Donc, le stade 1 est défini par la discordance de la quantité de liquide amniotique, oligoamnios, hydramnios, avec la vessie qui reste toujours visible chez le donneur sans anomalie Doppler. Le stade 2, c'est le stade 1 avec une vessie chez le donneur qui n'est plus visible. Le stade 3, c'est le stade 2 avec association d'anomalies Doppler. Le stade 4, c'est le stade d'épanchement dans une des séreuses ou carrément d'anasarque, et généralement c'est le receveur qu'on retrouve en anasarque. Le stade 5, c'est le stade de mort fœtale d'un jumeau. Donc nous avons là le stade 1 avec les deux vessies visibles. Le stade 2, on ne voit plus la vessie entre les deux artères ombilicales. Le stade 3 avec les anomalies Doppler, l'anasarque, et là c'est le stade de mort fœtale d'un fœtus. Effectivement, le pronostic spontané, il est sombre. On est à pratiquement 90% de mortalité d'un ou des deux jumeaux. Le pronostic du receveur, il est sombre de par le retard de croissance souvent associé, mais principalement par l'atteinte rénale oligoanurie qui est fonctionnelle au début, mais qui peut évoluer vers l'organicité dans près de 1% des cas. Le pronostic in utero avant l'intervention, en absence d'intervention, il est plus sombre pour le receveur de par l'atteinte cardiaque, la surcharge, le risque de défaillance cardiaque et la mort fœtale in utero. Bien sûr, ce pronostic est encore plus assombri par notre iatrogénie et la prématurité souvent induite. Donc, comment on va prendre en charge le syndrome transfuseur-transfusé ? Il y a deux volets, un volet symptomatique, purement symptomatique, les amniodrainages itératifs, la septostomie qui ne sert absolument plus à rien. Lorsqu'on est proche du terme, on peut proposer l'accouchement plus ou moins prématuré. Lorsque le pronostic d'un des deux jumeaux est vraiment compromis, on peut proposer l'interruption sélective de grossesse, comme j'en ai parlé pour le retard de croissance sélectif. Cependant, si on revient à la physiopathologie, aux anastomoses qui sont à l'origine de cette complication, on comprend très bien que le seul traitement curatif étiologique, c'est d'aller coaguler ces anastomoses. Donc, cette coagulation, on est à 30 ans de fœtoscopie cette année. Ça fait 30 ans que ça a été décrit et qu'il est complètement établi que le seul traitement du syndrome transfusé est la coagulation des anastomoses au laser sous fœtoscopie. Donc, cette technique permet d'améliorer aussi bien la viabilité in utero qu'après la naissance, le pronostic neurologique et le pronostic cardiaque à long terme après la naissance. Donc, comment se déroule la fœtoscopie au bloc opératoire sous contrôle échographique et avec une colonne de célioscopie. Donc, ça peut se faire sous anesthésie locale ou loco-régionale. À Aziza Othman, on utilise la réchi-anesthésie. Donc, l'installation, elle n'est pas standardisée, au fait. Elle dépend principalement des insertions cordonales et du placenta. Donc, dans ce cas, vidéo s'il vous plaît. D'accord. Donc, dans ce cas, nous allons rechercher ce contrôle échographique. L'insertion du donneur, elle se fait à ce niveau. Nous allons parcourir la plaque équatoriale.
pour rechercher l'insertion du receveur. Bien sûr, on s'est bien repéré avant l'intervention. Donc, l'insertion coordonnale du receveur, elle est là à ce niveau. L'équateur, c'est la ligne perpendiculaire à la droite qui rejoint les deux insertions coordonnales. Et nous allons nous introduire dans la poche du receveur, puisque c'est celle qui contient le plus de liquide. On aura la meilleure visibilité, perpendiculairement à l'équateur. Et dans ce cas, c'est à ce niveau-là. Donc, la première étape de la fétoscopie, ce contrôle échographique, on va repérer le cordon du receveur à travers lequel nous allons suivre les vaisseaux jusqu'à arriver à la membrane de séparation des deux fœtus. Nous allons voir les anastomoses et dans un premier temps, c'est l'inspection, on va repérer les anastomoses et dans un deuxième temps, nous allons coaguler ces anastomoses à la fibre laser. Donc, il faut veiller à coaguler toutes les anastomoses, comme on va voir, pour éviter les récidives et les autres complications, notamment le TAPS. Donc, après la fétoscopie, la surveillance, elle sera hebdomadaire. On n'est plus dans les 2 semaines. Pour voir le succès, les complications, l'échec. Le premier signe de succès de la fétoscopie, c'est la réapparition d'une vessie ou d'une citerne de liquide amniotique chez le donneur. La diminution, la disparition de l'hydramnios met le plus de temps à se rétablir. Donc la surveillance, comme j'ai dit, elle sera hebdomadaire. La vitalité, bien sûr, des deux fœtus. Nous allons mesurer les dopplers des artères dans les artères cérébrales moyennes à la recherche d'une éventuelle anémie fœtale, une morphologie cérébrale, une biométrie globale et la croissance principalement du périmètre céphalique. Et on préconise systématiquement une IRM à 32 semaines d'aménorrhée. Donc, les résultats ils seront exprimés en termes de survie fœtale et de complications. La survie fœtale, elle dépend du stade et d'autres éléments. Globalement, la survie d'au moins un fœtus se voit dans 65 à 85% des cas et dans 30 à 50% des cas, on aura la survie des deux fœtus. Pour les éléments prédictifs de décès d'un jumeau, ils sont de deux types. Il y a des éléments qui sont prédictifs avant le laser et après le laser. Et c'est très important, comme je vous ai dit, à part le stade, de connaître ces éléments pour pouvoir conseiller le couple, parce que ce n'est pas une intervention facile. Généralement, ils croient que c'est du 100%, qu'on va les sauver les deux. On est loin des 100% de succès pour les deux. Donc, pour les éléments prédictifs de décès du donneur avant le laser sans une diastole nulle ou inversée au niveau du Doppler ombilical, une vessie qui est non vue ou un anamnios, et une discordance de poids supérieure à 50% avec le poids du receveur. Pour le receveur, c'est le flux pulsatif dans la veine ombilicale, le flux diastolique nul ou inversé dans le canal d'Aronsus, la fuite mitrale ou tricuspide importante qui sont témoins d'une importante surcharge ou d'une défaillance cardiaque, et bien sûr la gestationnelle. Au moment du diagnostic et de l'intervention, plus la complication survient précocement, moins bon est le pronostic, puisque probablement ça témoigne d'une sévérité du STT. Après le laser, la persistance d'une diastole nulle chez le donneur et un rapport cérébro-placentaire bas sont aussi prédictifs de décès d'un jumeau. Je vous ai dit tout à l'heure que le pronostic en absence de traitement, il est plus sévère chez le receveur par la surcharge. Après l'intervention, c'est plutôt le donneur dont le pronostic est qui est plus à risque de mort fœtale après le laser. Donc les autres complications, essentiellement les complications maternelles, elles sont minimes, elles sont rares. Les complications fœtales, comme je vous ai dit, principalement le décès, l'anémie ou les lésions neurologiques, ce qui justifie l'IRM cérébrale à 32 semaines d'aménorrhée. Donc ces complications fœtales, elles sont expliquées par deux mécanismes. Soit la persistance d'anastomose résiduelle, qu'on n'a pas coagulée initialement, et donc en cas de mort fœtale d'un jumeau, l'exsanguination peut se faire à travers cette anastomose résiduelle et on se retrouve dans les complications de mort fœtale d'un jumeau spontané en absence de fétoscopie.
soit même en cas de coagulation complète. Au fait, dans cette étude, ils ont montré que la coagulation sous laser, elle intéresse les 3 à 5 mm superficiels de la plaque choriale. Or, il existe des anastomoses qui sont plus profondes et donc qui ne sont pas accessibles à la coagulation au laser. Et en cas de mort fœtale d'un jumeau, on peut toujours observer une exsanguination à travers ces anastomoses profondes, qui explique aussi les complications fœtales. Donc, finalement, ce qu'on retient pour le syndrome transfuseur-transfusé, c'est une discordance de la quantité de liquide amniotique et non pas de poids fœtal. La fœtoscopie, elle est indiquée au stade 2, 3, 4 et avant 26 semaines d'aménorrhée, puisque techniquement, après 26 semaines d'aménorrhée, ça devient très difficile. On n'est plus dans la grande prématurité et donc, probablement qu'on va accélérer plus ou moins l'accouchement. Une remarque avant d'adresser une patiente en fœtoscopie, s'il vous plaît, on évite de faire un prélèvement genre amniosynthèse parce qu'il risque d'avoir un saignement intra-amniotique qui rend le liquide amniotique un peu opalescent, opaque, et techniquement la fœtoscopie devient très difficile, voire impossible à faire. Je passe rapidement à la troisième complication, qui est le twin anemia polycythemia sequence. C'est une complication qui se voit entre 2 et 16% des complications. C'est une complication relativement fréquente. Les pédiatres la connaissent bien après la naissance. On la connaît moins bien. Pourquoi ? Parce qu'elle ne présente pas de signes échographiques évidents, comme la discordance de liquide amniotique. Dans le STT, dès qu'on met la sonde, on voit la discordance de la quantité de liquide amniotique. Il va falloir aller chercher ce TAPS en mesurant le Doppler au niveau des artères cérébrales moyennes. Et on aura un fœtus qui est anémique, avec des vitesses supérieures à 1,5 mom, l'autre qui est polyglobulique avec des vitesses inférieures à 1 ou 0,8 mom. Le TAPS aussi présente une classification qui est un peu calquée sur celle celle du STT en 5 stades. La prise en charge n'est pas encore codifiée, elle va de l'expectative, surveillance. C'est une complication assez tardive, un peu plus tardive, qui survient à partir de la 24e semaine d'aménorrhée généralement par rapport au STT, donc on peut proposer l'accouchement prématuré. Certaines équipes proposent la transfusion, voire l'exsanguinotransfusion in utero. Une interruption sélective de grossesse reste envisageable, ou un laser pour reprendre et aller coaguler ces toutes petites anastomoses de façon élective. Et globalement, en fonction du pronostic des deux fœtus ou du terme, nous allons proposer une de ces prises en charge. Enfin, la dernière complication, c'est la discordance des malformations. On aura un fœtus qui est mal formé et l'autre qui est normal. C'est une complication rare qui se voit dans 1% des cas. Elle est due à un passage un transfert de sang précoce à travers une anastomose artério-artérielle. Donc, on va avoir un fœtus qui est normal et l'autre, on ne dit même pas que c'est un fœtus, c'est une masse mésenchymateuse plus ou moins mal formée, comme on voit sur cette figure. Donc, généralement, on diagnostique ce fœtus qu'on a l'habitude d'appeler acardiaque au deuxième trimestre. Or, pourquoi ? Parce qu'au premier trimestre, il se présente tout simplement comme une grossesse monochoriale avec arrêt d'un jumeau. Il faut penser à mettre le Doppler, comme sur ce schéma, et pour individualiser l'anastomose. Donc, c'est une patiente, c'est là qui m'a été adressée à 18 semaines d'aménorrhée, et sur le dossier pour TRAP, et sur son dossier, c'était mentionné donc grossesse au premier trimestre, grossesse gémellaire avec évanescence d'un jumeau. Donc le pronostic, il est principalement une insuffisance cardiaque avec risque de mort fœtale in utero. La conduite à tenir, c'est d'aller ligaturer le cordon, plutôt l'anastomose de ce fœtus en trappe, soit à la pince bipolaire, exactement la même technique que le retard de croissance tout à l'heure, après 16 semaines d'aménorrhée. Pour des termes précoces, entre 12 et 14 semaines d'aménorrhée, nous proposons la coagulation intrafœtale au laser. Donc, à Aziza Othman, là, nous avons commencé la première thérapie in utero à partir de février 2017. Comme je vous ai dit, c'est une intervention qui se fait au bloc opératoire. Donc, on demande un bilan préopératoire standard avec un bilan infectieux avant l'intervention.
Nous avons réalisé depuis février 2017 une cinquantaine à peu près, toutes complications confondues, STT, TAPS, TRAP. Avec nos résultats, nous avons pour la survie d'au moins un jumeau, plus de 83% des cas. Pour la survie des deux, on est aux alentours de 41% des cas. 3 patientes se sont compliquées, une de RPM à J2 et donc d'avortement. Un échec et avec mort fétale des deux jumeaux, une patiente compliquée de TAPS qu'on a reprise qui est actuellement à 32 semaines d'aménorrhée et les deux bébés se portent bien. Donc, comme toute intervention, bien sûr, il faut une courbe d'apprentissage. J'insiste sur le diagnostic précoce pour augmenter les chances de succès de l'intervention et donc de survie des deux fœtus, la prise en charge multidisciplinaire. Et bien sûr, comme toute intervention, nous dépendons du matériel que nous utilisons. Je vous remercie pour votre attention.